Bien, bonsoir à toutes et à tous, en tous les cas toutes et tous que je n'ai pas salués. Bienvenue aux personnes qui nous suivent à distance et aux personnes qui nous suivent en présence aussi. Donc, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir ouvrir la séance. C'est Geoffroy là, c'est Geoffroy. Bah alors, Françoise, ça vient d'arriver. Donc, je vous donne lecture des pouvoirs que nous avons reçus. Nous avons un pouvoir d'Alain Adam, qui est présent à l'Assemblée générale du DBCN ce soir, donc pour Muriel Duny, du pouvoir de Patrick Dubois, à qui on souhaite un prompt rétablissement évidemment pour Claire Orlaville, de Jean-Michel Godet pour Éric Didier, et de Catherine Lazzarotti pour Lydia Brotos. En tous les cas, ce sont les seuls pouvoirs que j'ai en ma possession. Oui, il y a Raphaël aussi. Raphaël qui a donné un pouvoir et à qui on souhaite aussi un prompt rétablissement, bien sûr. Et donc, qui l'avait donné à toi, Alain? D'accord, ok. Bon, ben, je vais ajouter. Oui, ok. Hop, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bien, donc voilà, c'est corrigé. Donc il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance, si Aurélie en est d'accord et si personne ne se présente en contradiction, je vous propose de désigner Aurélie. Il nous faut donc approuver le compte-rendu de la précédente séance. Excusez-moi. Donc, du 1er juillet 2025, est-ce qu'il y a des demandes de modification, des précisions à apporter au compte-rendu? Non. On le considère comme adopté. Je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir étudier l'ordre du jour. Alors, j'ai deux suggestions à vous faire. C'est une suggestion de remplacer le point 6, effacement du réseau rue des Noyers, par une délibération aussi du SDEC, mais sur le renouvellement des luminaires les plus anciens de la commune, qui sont au moins de 30 ans. Donc il nous en reste quelques-uns. Et là, l'idée, c'est de terminer le renouvellement et éventuellement l'effacement des luminaires en question. Et puis d'ajouter une délibération donc, pour la création d'un emploi d'adjoint administratif, pour le remplacement de Régine, qui est partie vers sa Bretagne natale. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce qu'on ajoute ces deux points à l'ordre du jour? Merci. Alors, ce que je vous propose donc, c'est de commencer par le point 1, logiquement, qui est le point sur le crack de la ZAC des Hauts-Prés. Et je vais, pour ce faire, laisser la parole à Aymeric Poupel, donc, qui va nous le présenter. Merci Thierry, bonsoir à tout le monde. Effectivement, un exercice annuel, la présentation du compte-rendu annuel pour l'année 2024, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 sur l'écoquartier des Hauts-Prés, avec un déroulement en 6 grands thèmes. Dans la présentation de la ZAC, je pense qu'on va pouvoir passer assez vite dessus dans la mesure où d'abord il n'y a pas eu de chamboulement majeur et puis ça reste très axé sur les informations de cadrage. Une synthèse sur l'activité 2024, une ZAC traversant différentes époques, différents moments entre la conception, la réalisation des travaux phase à phase ou tranche à tranche. Un point sur la commercialisation, suivi d'un point sur les éléments fonciers, le bilan et les perspectives 2025 pour le... Alors évidemment, on est le 7 octobre, donc on sait déjà ce qui s'est passé globalement en 2025. Mais comme c'était arrêté au 31, ça permettra aussi de faire un point à date au-delà du compte-rendu annuel. Donc la ZAC, ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de chamboulement sur le périmètre. On est toujours sur un périmètre de 31 hectares et demi pour environ 700 logements.
avec 25% de locatif social, des logements dits intergénérationnels. Hein, donc, dans une résidence, les logements sont conçus, créés pour recevoir différents types de foyers, différents âges et du parcours résidentiel, hein, locatif notamment, des lots dédiés à l'innovation et dans les formes urbaines, une moitié en logement individuel, un petit tiers en logement collectif et intermédiaire, et de l'individuel groupé, c'est la maison de ville, autrement dit de la maison de ville. Donc je rappelle que cet écoquartier est un vrai écoquartier, c'est-à-dire qu'il a été labellisé par le ministère en 2022, début 2022, officialisé en début 2022, qu'il a une forte dimension végétale sur un endroit où on le voit encore pour la phase 3 qui n'est pas du tout réalisée, on était sur une plaine. C'est un quartier qui est aujourd'hui essentiellement piéton puisqu'on est sur de la voie partagée, donc c'est priorité piéton-vélo. Les véhicules peuvent évidemment y passer, mais ne sont pas prioritaires. Développement de l'opération qui est ponctué depuis le début, même la conception, puisqu'on avait repris la continuité de ce qu'avait fait la ville dans le cadre du dossier de création d'ateliers participatifs, et on a poursuivi ça avec les habitants. Un guide pédagogique qui explique, on a une petite illustration à droite, qui explique pourquoi le quartier a été conçu de telle manière, sa faune, sa flore, pourquoi ces orientations, pourquoi ces partis pris. Il a une vertu pédagogique. Une opération où les eaux de pluie sont traitées en hydraulique douce, c'est-à-dire qu'on appelait ça zéro tuyau. Alors il y en a quand même forcément toujours un peu, mais l'idée c'est qu'on infiltre les eaux de pluie au plus près de leur point de chute pour éviter les ruissellements, les concentrations et ce qui peut arriver, des inondations. Tout en rappelant qu'on a créé ad hoc pour les 2 dernières phases 3 et 4 une pépinière, hein, qui est dans le prolongement du cimetière à l'entrée de la ville, qui a vocation à faire pousser dans un environnement connu à terme pour les végétaux, les végétaux de ces phases-là, ce qui nous permet de les choisir sur place, qu'ils soient plus costauds, et puis surtout qu'ils ne fassent pas 3000 km et qu'ils ne passent qu'une journée entre la déplantation et la replantation. On envisage des jardins potagers familiaux sur la phase 3, et puis il y a des lots d'innovation. Il y en a un qu'on appelle matériaux biosourcés, je vais y revenir. Ça, ce sont les grands éléments. Sur les dates, dossier de création en 2013, nous on a été désigné fin 2014 par le conseil municipal. Les travaux ont commencé en 2017 pour la première phase. Aujourd'hui on est sur la phase 4, puisqu'on a inversé les phases 3 et 4 pour différentes raisons. Et au moment où on se parle, sur cette phase 4, qui est donc la 3e opérationnelle, les premières constructions ont lieu puisqu'on a pu livrer les terrains en début d'année après presque une année de travaux. Et donc une fin de concession. En 2029, au 31 décembre, on avait réalisé 72 comités de pilotage, qui sont les réunions de décision de cadrage et stratégique majeures. Alors en 2024, différentes choses, plus ou moins visibles. Un projet qui était dans les esprits depuis un certain temps, dans la continuité du livret remis aux habitants. Des panneaux pédagogiques ont été installés dans les phases 1 et 2. On les a en photo ici, ils ont une vertu pédagogique, ils ont été créés avec le CPIE. Et donc, il parle de la faune et de la flore, pourquoi, comment dans l'écoquartier, à quoi ça sert d'être attentif à ces sujets-là. Il y a un petit côté historique, puisque on le voit sur l'image en bas à droite, le graphe qui a fait l'objet d'ailleurs d'une animation avec des enfants par le graffeur dont je suis en train de chercher le nom, tête de l'art, monsieur le Mullois. Merci. Il a créé avec des enfants, donc il leur a fait manipuler les bombes, il leur a expliqué, mais il a créé une fresque historique sur le transformateur EDF. Et donc on explique aussi qui il est et quel est le concept de cette animation. Donc c'est un moyen de faire vivre le quartier à certains moments tout en participant a priori l'embellissement du quartier. En tout cas pour masquer un objet très technique qui est le transformateur. Un point beaucoup moins sympathique mais nécessaire, et là-dessus je tiens à remercier parce qu'on en a souvent discuté et c'est quelque chose dans laquelle la collectivité joue un rôle très important, la conformité des constructions individuelles.
Quand on fait construire, que ce soit un promoteur ou un particulier, il y a un permis de construire, il y a des règles à respecter. Le permis de construire est validé, la construction se fait, sauf qu'il faut faire exactement ce qui est écrit dans le permis, ou en tout cas, il ne faut pas dévier de façon... voilà. Et en tout cas, à un moment donné, il y a un stade de conformité. On a constaté sur différents éléments, notamment sur les extérieurs, les entrées charretières, des choses comme ça, les entrées privées, que tout n'était pas fait au moment où les gens demandent, ou pas correctement, quand les gens demandent leur conformité. Et donc, ce constat a été fait visuellement. En 2023, ça fait, je disais, de longue date, c'est écrit. Alors, en 2023, on a demandé à notre architecte conseil, qui chapeaute la création et les suivis de tous les permis individuels, c'est pas lui qui les instruit, mais il les vise avant instruction, de faire un tour visuel, puisqu'on ne peut pas rentrer dans les propriétés, pour relever s'il y avait des anomalies. Alors il y en a eu. Alors je dirais que c'est un grand classique, parfois c'est juste une question de temps, mais il y en a eu. On a envoyé un courrier d'information sur les constats qu'on avait pu faire, en demandant les corrections. Et puis on a laissé un peu de temps. Et il s'est avéré qu'en 2024, donc sur la phase 1, puisque ça a été fait sur la phase 1, la phase 2, ça va venir, on a mandaté l'architecte pour ça, il y a des choses qui n'étaient pas faites. Et donc là, on est passé à une étape beaucoup plus officielle, puisque des procès-verbaux ont été dressés. Ils savaient, hein, les gens, les habitants, savaient que suite à l'information, il pouvait y avoir des PV dressés. C'est du pouvoir administratif de police. Ça a été fait quand il y a des non-conformités persistantes. Alors il y a eu des réactions, il y en a qui sont un peu plus longues, mais en tout cas, c'est un exercice qui est important puisque... bonsoir. C'est un exercice qui est important parce que si on laisse trop de décalage entre ce qu'il fallait faire, ce qui était prévu et ce que les gens réalisent, bah, c'est un peu, ça peut vite être une porte ouverte à beaucoup de glissements. Et c'est un exercice partenarial comme le reste de la ZAC, puisque nous, on est l'aménageur, mais on n'a pas, à un moment donné, on n'a pas le pouvoir que peut avoir la collectivité sur ses administrés et dans les textes. Et en 2024, on a lancé les travaux de la phase 4, donc phase 4 dans le dossier de réalisation, mais qui est le 3e temps opérationnel. Je disais qu'on a inversé les phases 3 et 4 pour différentes raisons. En tout cas, on a lancé la phase 4 qui fait quasiment 10 hectares, qui va représenter, alors je vous fais le calcul de tête, mais pas loin de 160 logements sous des formes variées. On a lancé l'ordre de service fin 2023, au mois de décembre, aux entreprises. Elle devait démarrer tout de suite après la trêve des confiseurs, et puis les intempéries du mois de janvier, ça arrive, nous ont décalé en février, deuxième quinzaine de février, je crois. Vous avez là quelques images avant, pendant, après. Et on a livré les terrains, ça c'est pas de l'activité 2024, mais on a pu livrer les premiers terrains viabilisés début 2025. Pour les réservataires, je crois qu'ils sont tous livrés à peu de choses près. Vous avez là un plan. Alors la phase 4, elle est découpée en 3 tranches. Les tranches 1 et 2 ont été réalisées simultanément. C'est celle du milieu et celle du bas. La tranche 3 va venir. Vous avez sur la droite la programmation générale. On a 92 terrains individuels. On a un collectif, je vais revenir dessus, de 55 logements. 4 logements dits innovation. Je vais en reparler tout à l'heure. Je vous disais 160, ça fait 151 logements. Voilà, sur le point. Alors la commercialisation, si on redescend dans l'ordre des phases, il y a des images que vous avez déjà vues, mais comme les phases ne sont pas terminées, on continue à maintenir l'affichage. Donc les lots sur la gauche, 101, 102, les macro-lots, ce sont des maisons de ville qui ont été réalisées pour le compte du bailleur logé. Aujourd'hui, elles sont livrées, occupées. Sur le lot 104, à côté du giratoire tout en haut, un bâtiment de 21 logements dit intermédiaires qui a été livré à CDC Habitat, la Caisse des dépôts. Les appartements sont en logement locatif intermédiaire. Du locatif intermédiaire, c'est un locatif qui n'est pas du locatif social, mais dont les loyers sont minorés par rapport au marché libre. C'est entre le social et le privé. C'est un dispositif d'État qui a été réactivé et qui nous a permis qui a permis à CDC de le faire. Le macro-lot 103, le macro-lot 103 donc, va être livré à l'OGEO en fin d'année. Chantier de longue haleine qui a connu des déboires de défaillance d'entreprise, on va le dire comme ça. C'est la résidence intergénérationnelle de 80 logements dont je parlais tout à l'heure.
Il y a des logements fléchés pour de la mobilité professionnelle dedans, une quote-part, et une salle commune qui sera ouverte sur le quartier. Je l'avais certainement déjà dit, mais je le redis, c'est important pour la vie de quartier à terme. Et sur le macro-lot 105, on avait monté un cahier des charges pour réaliser 10 logements bois, ossature bois, presque passive, des maisons. Bon, dans le contexte, c'était trop cher, on n'a pas trouvé la demande, on a persisté 2 ans. Ça n'a pas fonctionné, donc on a gardé l'idée de terrain plus maison avec des prix plus abordables tout en maintenant les performances architecturales et thermiques. Donc c'est les images que vous avez en haut à droite et en bas à droite. En haut à droite, c'est depuis l'intérieur de la ZAC. En bas à droite, ce sera depuis la route de Tailleville en arrière-plan de la haie paysagère. Voilà, donc ça je l'ai dit. Sur la phase 2, le lot 248, les 7 maisons identiques le long du boulevard ont été livrées. Juste en dessous, il y a, c'est pas 9 d'ailleurs, il y a une erreur, c'est 11 maisons groupées qui ont été vendues en prêt social location accession. Donc c'est un dispositif pendant la première ou jusqu'à 5 années vous êtes locataire avec une option d'achat sur le logement, les années de location n'étant pas perdues en termes de dépenses pour les occupants puisque ça sert d'apport et d'épargne et de minoration sur le prix de vente à terme. Ce n'est pas une obligation d'acheter, mais ça permet de générer de l'accession à la propriété, sachant que la TVA est à 5,5 et non à 20 sur ces opérations-là. C'est porté par le bailleur qui s'appelait IBS, qui s'appelle 3F Normandie aujourd'hui. Et sur le lot 251 en face, le long du stade, la partie accession privée a été livrée par Sogeprom à l'été 2025, mais il y a eu un gros temps de chantier en 2024. Et puis la partie locative sociale, ce coup-ci, portée également par Immobilière Bassène, un autre collectif, un autre immeuble d'une quarantaine de logements, qui va sortir à l'angle, en l'angle sud, le long de l'ancienne route de Tailleville. Sur la phase 4, la commercialisation en 22, on a lancé en décembre. Alors ça c'est une information, enfin, ce sont des données importantes dans la projection. On lance en décembre, on trouve 15 réservataires. Sur l'année 2023, on trouve 14 réservataires sur toute l'année. Et sur l'année 2024, on a 3 réservataires. Le marché s'est durci. Vous avez certainement entendu dire que l'immobilier traversait une période à tout le moins compliquée, très, très dure, avec des baisses de volume d'activité pour différentes raisons. Disparition du prêt à taux zéro sur la maison individuelle recentrée sur les villes en appartement, hausse des taux, hausse des coûts de construction. Enfin bref, sur le feu, les trois lumières étaient au rouge. C'est pas qu'on a eu que 3 clients en 2024, c'est qu'on a eu des dossiers bancaires qui n'ont pas été suivis, des gens qui ont dû abandonner leur projet. On a toujours retrouvé de la demande, mais à l'arrivée, sur l'année, on fait 3 réservations. Alors je vous rassure, depuis 2024, c'est reparti. On est sur des rythmes beaucoup plus dynamiques. Merci Thierry. Je parlais tout à l'heure d'un immeuble dans la phase 4 de 55 logements. Vous l'avez, c'est le patch rouge au milieu de l'image à droite. Et l'image que vous avez à gauche, c'est le schéma de principe qui nous a été présenté dès la mise en concours lorsqu'on a consulté. On a fait une consultation de plusieurs promoteurs sur la base d'un cahier des charges qu'on avait établi en comité de pilotage. Il y a eu tout un process de sélection, donc de dossiers d'audition, et c'est Edifides qui a été lauréat donc Edifides, promoteur connu sur la ville de Douvres, parce que leurs propositions sur différents aspects étaient non seulement meilleures que les autres, mais bonnes fondamentalement. Et d'ailleurs, en 2025, ils ont déposé leur permis pour 55 logements. C'est un programme en accession à la propriété qui va être finalement sur 4 niveaux, mais c'est un rez-de-chaussée qui va loger des parkings, 2 étages d'habitation et ce qu'on appelle un attique, c'est un étage mais plus restreint. C'est ce que vous allez voir. J'ai mis beaucoup d'images parce qu'il y avait beaucoup de... Alors voilà, j'espère que ça ne va pas changer trop vite. Voilà ce que ça donne. Ça, l'image, hop là, voilà, c'était bien ce que je pensais. Vous avez là les images qui sont dans le permis de construire. On a eu plusieurs réunions de travail pour concevoir ce projet. Donc on est sur quelque chose, voilà, qui est assez aéré, mais qui
avec des terrasses, des accès au jardin, un grand jardin central, on le voit sur l'image en bas. Euh, voilà, en haut à droite, là, vous avez une vue depuis la rue à l'intérieur de la ZAC. Voilà le projet qui fait l'objet d'une demande de permis de construire et dont les travaux devraient démarrer toute fin 26, espérons-le. Alors il y aura une phase de commercialisation sur ces 55 logements, donc c'est pour ça qu'on ne sait pas trop si ça va démarrer fin 26 ou début 2027, mais c'est dans cet ordre-là dans les prévisions. Et puis donc il y a des lots individuels, donc il y en a 56 qui ont été mis en vente, et il y en a d'autres qui sont plus cadrés. Alors trois sous-thèmes derrière le cadrage. Ce qu'on appelle des lots denses, détourés en orange clair, ils sont le long de la RD 83 à droite de l'image. Ce sont les lots 409 et 459. Ce sont des petits terrains, vous allez en tout avoir 13 maisons de ville. On a sélectionné 2 constructeurs qui nous ont proposé des projets. Ça permet de tenir une unité, c'est visible en plus depuis la RD 83, c'est structurant. L'objectif là, c'est clairement le primo-accédant, c'est-à-dire que l'enveloppe terrain plus maison, c'est pour le primo-accédant dans un contexte de forte pression foncière que vous connaissez sur le secteur et la ville de Douvres. Le lot 438 qui est au milieu, fond vert en orange un peu plus soutenu, c'est un lot innovation. C'est un lot innovation sur 2 grandes dimensions. La qualité constructive, ce seront 4 maisons passives avec majoritairement des matériaux biosourcés. Et c'est une innovation parce qu'en fait, le montage juridique administratif n'existe pas. On est en train de le créer. Je ne rentre pas dans les détails. Ce n'est pas un schéma classique de construction de maisons individuelles. On pourrait se rapprocher de la maîtrise d'œuvre pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vous choisissez un maître d'œuvre, il vous propose des artisans, vous choisissez. Oui, mais tous les architectes et toutes les entreprises ne maîtrisent pas la mise en œuvre, parce qu'il faut des certifications, ne maîtrisent pas la mise en œuvre des matériaux biosourcés. Donc c'est un modèle un peu particulier en opérationnel. Et puis ce qu'on appelle plus couramment des lots cadrés, alors là pour le coup ce sont des terrains individuels comme les 56 autres, c'est-à-dire à l'exclusion de ceux dont je viens de parler, mais on a décidé de les affecter à des constructeurs, donc il y en a 2 là, notamment dans l'entrée. Et c'est important, quand je précise dans l'entrée, si on les a positionnés là, c'est parce qu'on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait le même coup de crayon. Alors on n'a pas de partenariat ni d'action chez des constructeurs, on les a choisis avec le comité de pilotage. L'idée c'est de dire d'un côté 5 maisons, de l'autre côté 4, 2 constructeurs différents, pour avoir le même coup de patte et structurer pour ne pas avoir de construction trop différente à ces points-là. Et on reproduira ça dans le carrefour avec la rue du Petit Clos, c'est dans la tranche 3 de la phase 4. C'est le détourage jaune que vous avez sur le haut du plan. Le foncier, donc on avait acheté courant 2023 toute la tâche verte. On est en égo stabilisé au moment où on se parle. Alors il y a toujours des petits rebonds au moment où on veut signer les promesses de vente, mais il n'y a pas de chamboulement par rapport aux négociations faites. Ce sont les tâches marron. Et en jaune, au 31 décembre, la promesse de vente est signée. Et aujourd'hui, si vous passez, il y a des pelles. C'est le diagnostic archéologique qui a été lancé là il y a quelques jours, qui va s'étaler sur 20 jours ouvrés, d'après la convention qu'on a avec le département. L'objet d'un diagnostic, ce ne sont pas des fouilles, c'est juste, ils font des tranchées, c'est ce que vous voyez. Ils regardent les couches de terre et regardent s'ils aperçoivent des vestiges historiques qui peuvent avoir ou pas de l'intérêt. On aura un rapport à terme et on saura à ce moment-là si derrière la préfecture, les services de la culture nous prescrivent des fouilles ou pas. Ça porte, parce que là, il y a quand même, je dirais, 13-14 hectares qui sont diagnostiqués. On saura s'il y a des fouilles. Et ça peut être très localisé, ça peut être plus étendu. C'est ce qu'on cherche à savoir. On n'a pas le droit de toucher les sols, tout pendant qu'on n'a pas une libération officielle de cette prescription ou de non-prescription. Donc c'est en cours. 20 jours ouvrés, ils ont démarré le 1er octobre, donc si le mois d'octobre ne pose pas de problème, fin octobre c'est terminé. Mais pour l'instant, les conditions météo sont bonnes encore quelques jours, donc je pense qu'ils vont pouvoir bien avancer. Ils prennent toujours un peu de précaution quand ils disent 20 jours ouvrés, mais bon, ça dure rarement moins longtemps, bien moins longtemps.
Par contre, la convention prévoit qu'ils peuvent accéder au terrain jusqu'au 29 novembre en cas d'intempérie, justement. Alors, le bilan de l'opération, je vais le prendre. Alors, il est quand même globalement stable. Il y a des lignes qui bougent. Alors, on a eu un impact travaux lié à la hausse des coûts de construction et on a eu un impact frais financiers. Les taux d'intérêt, alors je vais parler des frais financiers. Le bilan, on s'alourdit de 100 000 euros en frais financiers. Alors, c'est sur l'ensemble de la ZAC. Parce que les taux d'intérêt ont monté. Alors, nous, en tant que société, on travaille sur nos fonds propres. Donc ça veut dire qu'on a des partenaires bancaires permanents qui nous ouvrent des lignes de trésorerie. Enfin, néanmoins, il y a des facturations d'intérêt. Donc quand le taux d'intérêt que tout un chacun peut toucher en empruntant à titre personnel, il y a des effets sur les lignes de trésorerie. Pour l'instant, on est sur une stabilisation des taux. Bon, sans faire de commentaires et me prendre pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un économiste et un macroéconomiste, on peut penser que l'instabilité globale du moment ne nous donne pas trop de visibilité. Donc pour l'instant, on est resté sur la tendance haussière qu'on projette. Si on a des bonnes nouvelles, ce sera tant mieux. Mais à l'inverse, ne pas bouger, ce serait avoir oublié quelque chose. Sur les travaux, on a une hausse de travaux qui a impacté la phase 4. Et dans un instant où l'activité économique a plutôt, en tout cas dans nos métiers, a plutôt tendance à baisser, parce que les volumes de production baissent, on pourrait s'attendre à ce que les travaux publics, les prix des travaux publics baissent. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment la sensation. C'est assez étrange de voir des carnets de commandes qui se vident auprès des entreprises, parce que ça, elles le disent toutes. Mais néanmoins, pour l'instant, ils ne baissent pas leur prix. Alors, il y a des sous-jacents à ça. En tout cas, là, c'est une réalité. Donc, ça a impacté la phase 4. Donc, on a projeté, parce que la phase 3 fait quand même 10 hectares. Donc, on préfère l'anticiper comme ça. Et ça a été contrebalancé pour le coup. Après, c'est une reventilation des chiffres d'affaires entre les terrains bâtis et la promotion par rapport à l'année dernière. Tout ça, c'est globalement stable. On amortit une partie par le résultat de l'opération qui baisse nous concernant. Pas nos frais de gestion, parce que ça reste du temps homme essentiellement, mais par contre sur le résultat de l'opération qui se dégrade pour venir en assez grande partie compenser cette hausse des coûts dans l'instant. Donc on a globalement un bilan. Alors le foncier est stabilisé, ça bouge pas. Les études, c'est stabilisé, ça bouge pas. Les participations, c'est-à-dire ce qu'on verse, ce qui a déjà été versé à date, il y a un peu moins d'1 million qui a été versé à la ville, et puis il y a eu un appel en 2025 de 150 000 euros, je crois. Donc il n'apparaît pas là dans le compte-rendu parce que c'était sur 2025, mais le montant général ne baisse pas. Ça, c'est stabilisé. Voilà, donc il n'y a pas de grand chambardement. Et après, toutes les colonnes, je vous les épargne. Si vous voulez les regarder pour accéder aux documents, c'est de la ventilation ou constatée ou théorique sur les années à venir entre les dépenses et les recettes. Et sur les perspectives 2025, donc je le disais tout à l'heure, la résidence intergénérationnelle, le lot 103, doit être livré d'ici la fin de l'année. Sur le lot 105, donc on a retravaillé, c'est-à-dire les maisons au nord le long de la RD35. On a retravaillé le projet sur le début de l'année et les premières demandes de permis de construire sont en cours. Il y en a un ou deux qui ont été déposés. Donc ce sont des constructions qui devraient démarrer début 2026. Donc ça va un peu changer le paysage, la vue depuis la RD35. Sur la phase 2, à l'ouest du stade, je l'évoquais, j'ai oublié quelque chose. Démarrage des travaux au printemps 2025, c'est la partie, le collectif locatif social qui va être fait par 3F Normandie. Donc au sud du programme en accession en propriété, les immeubles marronnés livrés par Sogeprom. Et sur le lot 250, alors le lot 250, c'est le rectangle qui est au milieu. Ah oui, non, c'est à l'automne. Non, le démarrage des travaux. 249. Non, ils ont démarré. Les maisons. Oui, les 11 maisons PSL. Ouais, ouais. Et puis oui, effectivement, Thierry a raison, l'immeuble collectif de 3F démarrera effectivement plutôt sur la fin d'année. Là.
Lot 250, il est resté blanc, je suis désolé, j'ai oublié de renseigner. Le lot 250, je disais, c'est le rectangle qui est à peu près dans le milieu de la phase, à peu près à est-ouest. Alors initialement, il devait y avoir un lot d'innovation, les 4 maisons, et puis avec les immeubles programmés finalement au sud, on s'est dit que les ombres portées n'allaient pas permettre de jouer à plein l'effet biosourcé et qualité énergétique et environnementale. Par ailleurs, est apparu un problème de stationnement. Pas non plus, on ne peut pas se cacher derrière le petit doigt. Il y a eu des demandes, donc est apparu un sujet de stationnement public pour le coup. On est en train de finaliser le travail, mais effectivement, on va vers une programmation plutôt en stationnement pour venir soulager la problématique dans le secteur. Et on retrouvera les équilibres ailleurs dans la ZAC. Tout ça relève de décisions de comité de pilotage. Si on peut le faire d'ici la fin de l'année, mais c'était dans les projections de l'année, la rétrocession, alors sur la partie individuelle des espaces publics de la phase 2. Donc la partie individuelle, c'est les plus petites divisions que vous voyez là-haut dans l'espèce de losange carré, enfin trapèze carré vert sur le haut de la phase. Donc pour l'année 2025, la fin de viabilisation sur la phase 4 pour les deux premières tranches et la livraison des terrains. Donc ça, on y est. Les premières constructions ont démarré. La poursuite de la commercialisation, puisqu'effectivement, on est loin d'avoir tout vendu. À date, il nous reste, sur les lots mis en vente, il nous en reste 16 à commercialiser. Donc, ils sont livrables immédiatement. Et puis, donc on a conçu avec Edifides sur des réunions de travail leur projet pour qu'ils puissent déposer leur PC. Donc ça c'est fait sur le macro lot de la phase 4 au milieu. Et puis donc le travail de l'année qui est toujours en cours, les stabilisations des négociations foncières sur les fonciers restants. C'est ce que vous aviez sur cette image en marron. Il y a en fait 4 propriétaires et globalement 2 exploitants. Voilà, dont un exploitant qui tient la majorité, la très très grande majorité des surfaces, donc en fait, et qui est aussi propriétaire. Donc ça limite le nombre d'interlocuteurs et ça permet de fluidifier malgré tout les discussions, qu'on parle d'indemnité d'éviction ou de valorisation foncière. L'écran s'est déconnecté, pourtant il est toujours bleu. Pourquoi il coupe pas? Si je change d'image, si je vais le faire comme ça. Hop. Ouais. Miracle. Voilà, tout ça c'est stabilisé. Il y a toujours des petits calages j'ai presque envie de dire de virgule, etc. Mais en tout cas, ils nous ont laissé. Ça ne marche pas décidément. Là, je ne sais pas. Enfin, bon, j'arrivais au bout de la présentation. Alors, pour autant, on a eu l'autorisation d'accéder à l'intégralité des parcelles. C'est pour ça qu'il y a un diagnostic, enfin le diagnostic archéologique est en cours. Voilà. Donc sur le foncier, je dirais situation tout à fait posée et dans le calendrier des opérations restantes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je l'avais écrit sur la slide, mais je crois que vous ne la voyez pas derrière moi. Maintenant, si vous avez des questions et qu'il y a un peu de temps qui m'est accordé, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Tu prends le micro, Al? Vous entendez, ouais? Combien de lots ont été vendus, combien de lots ont été livrés? J'ai essayé de m'y retrouver avec les phase 4, phase 3, phase 2. J'avoue que je n'ai pas réussi à comptabiliser. En fait, on part sur 700 logements, c'est ça? Il y en a combien de vendus? Il y en a combien de livrés? Voilà. Mhm. Oui, à peu près.
Bah, décidément. Ah oui, On vous donc m'entendez? on est encore à 400, on est une grosse Ouais, moitié, quoi. ouais, C'est c'est ça. ça. 410 C'est ça. exactement. C'est C'est ça. ça. Oui, alors j'ai fait des arrondis, mais on est dans Ouais, mais cet c'était ordre-là. pour Ouais. savoir. Ouais, ouais. L'autre question, vous aviez évoqué les parcelles là, pour les primo-accédants. Quels Oui. sont les prix approximatifs pour ces primo-accédants? Alors, dans le package, la parcelle, elle est à 53 000 euros TTC. Et dans le package avec le constructeur, Thierry, si vous avez bonne mémoire, je crois qu'on est aux alentours de 270. Non, sur les 13 maisons. Non, les 13 maisons dans la phase 4. Ouais, on est à peu près à 270, 200. 270 terrains et le. Ouais, D'accord. ouais. Terrain et maison. 270, 290, ça va dépendre. Les gens auront la possibilité, ça c'est un package par défaut, enfin, c'est-à-dire c'est une proposition par défaut. Les gens peuvent agrandir un peu la construction s'ils le souhaitent par rapport au projet initial. L'idée c'est d'avoir une x5 et une x8, mais toujours le même coup de crayon, de gérer la densité, de gérer les intimités. Et puis effectivement que ce soit accessible. Et pour un mètre carré, enfin c'est un prix au mètre carré, j'imagine, pour ces prix. Bah, un prix au mètre Après, carré, ça dépend de un prix au mètre carré, on est pour du neuf clé en main, on va pas dépasser, on va être entre 2008 et 3002 quoi. D'accord. Dans un marché qui dans l'ancien est plus élevé. Voilà. Et puis après j'arrête. Les jardins familiaux, il y en a combien? Alors ça c'est pas encore quantifié. J'ai bien compris, mais combien vous en avez prévu sur le. C'est pas quantifié. Ah, c'est pas quantifié. Non. D'accord. Non, en fait l'idée c'est de les mettre plutôt, alors comme j'ai plus l'image, sur la phase 3, dans l'angle sud-ouest, c'est-à-dire le long de la voie romaine, le chemin romain. Maintenant la composition n'est pas complètement arrêtée sur cette phase-là. On avait pas mal avancé sur le travail, ce qui nous permet de dire que l'ambition est là, qu'on sait où on va les mettre, mais par contre on n'a pas quantifié. Et en plus, pour les quantifier, il faudra qu'on trouve quand même le mode opératoire, parce que créer des jardins, il faut que derrière, il y ait de l'animation. Nous, on peut être à l'impulsion, on peut embarquer avec des partenaires à la mise en route, mais il faut que les gens prennent le relais. Et par exemple, quand on a fait les ateliers habitants sur l'aménagement des espaces publics de la première phase, donc on avait appelé des habitants sur des groupes de travail. L'idée, c'était, on a un budget à vous allouer, où est-ce que vous voulez du mobilier urbain ou pas, donc des jeux ou différents. On a laissé l'imagination courir. On a proposé, alors c'était pas des jardins familiaux, mais des potagers partagés, des choses comme ça. Ils ont rejeté en bloc. Ah oui. Ils n'ont pas voulu. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça sur la phase 1, ça préjuge pas de ce qui va se passer. On a fait un diagnostic avec un bureau d'études qui s'appelle les Cocottes Urbaines, qui est entre autres choses spécialisé sur ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, la permaculture, qui intervient parfois dans des entreprises, sur des espaces délaissés d'entreprises, etc., qui implique les collaborateurs. Il a fait un diagnostic de territoire. Alors c'est large parce que ça peut englober aussi l'activité des cantines, etc. Donc les données, on les a. Maintenant, dans le quartier, on sait qu'il y a de la place, on sait qu'il y a de la qualité pour faire. Il faudra qu'on trouve à un moment donné qui s'en occupe, quoi. Et j'ajouterais que l'expérience qu'on a sur une autre situation nous amène à un peu de prudence par rapport à ces questions-là. Y a-t-il d'autres questions? Everything is clear? Tout est bon? Tout est clair? Bien, donc voilà, donc du coup il y a comme un avancement relativement satisfaisant finalement dans le temps de cette ZAC. Contrairement à ce que parfois on peut entendre à certains endroits, la population n'explose pas du tout du fait de la ZAC. On maintient pour l'instant notre population à peu près au niveau où elle était, c'est-à-dire autour de 5000 habitants. Donc on espère qu'au bout du compte on gagnera un petit peu d'habitants, mais l'important c'est de maintenir au minimum le nombre d'habitants que nous avons pour maintenir aussi la dynamique et l'attractivité de la commune, qui aujourd'hui est importante. Et donc comme c'est à ce stade la quasi exclusive opération d'aménagement, en tous les cas de cette importance-là bien évidemment, donc c'est important que celle-ci puisse se mener à son terme dans les meilleures conditions, de façon à permettre de maintenir cette attractivité encore une fois, parce que sans habitants, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas non plus forcément d'emploi à proximité. Donc il ne faut pas oublier le fait que
la dynamique d'une commune est fragile et que donc ce type de projet est fondateur et fondamental pour une commune comme la nôtre, dans laquelle les habitants qui y vivent et ceux qui y viennent recherchent aussi un certain niveau de service qu'il faut maintenir par cette dynamique. De plus, donc, on travaille aussi en parallèle, parce que là, ça n'a pas été évoqué dans le cadre de la présentation, mais ça fait partie du package qu'on avait discuté dès le départ. Finalement, on a rediscuté assez largement, finalement, le positionnement de l'espace urbanisable de la commune, puisqu'on avait au départ plus de 50 hectares urbanisables sur, finalement, l'équivalent de la tranche 1 et 2 de l'écoquartier, et qui amenait donc, finalement, jusqu'au siège de l'exploitation agricole donc aujourd'hui de Stéphane Letellier. Et donc on a souhaité ramener tout ça donc, en le faisant clôturé par un boulevard urbain qui va permettre donc de desserrer la circulation dans le centre-ville et qui va permettre aussi donc aux habitants de Saint-Aubin qui passent par Tailleville aujourd'hui de passer davantage par ce boulevard urbain pour raccorder sur la 404 et en direction de Caen. Donc cette opération, bien sûr, c'est une opération d'aménagement global qui inclut de l'habitat, mais aussi de l'aménagement routier qui va être particulièrement utile donc, dans les années qui viennent, bien évidemment, au profit, bien sûr, des habitants de l'écoquartier, mais au profit de tous les habitants qui habitent sur le côté ouest de la commune. Oui, alors en termes de population, sans prendre ce que vous venez de dire, par contre, je peux confirmer que, à la fois parce que la programmation, de toute façon, la ZAC était créée pour renouveler et recréer du parcours résidentiel qui n'existait peu, en tout cas qui était sous pression avec un vieillissement de la population. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que la ZAC amène plus de monde, de jeunes ou de population en numérique, en volume sur la commune. C'est pas le cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'objectif de parcours résidentiel, il est là. On a toutes les tranches d'âge. On a des enfants plus ou moins jeunes, mais en tout cas, il y a des jeunes. On continue à cibler volontairement la diversité de la programmation pour les primo-accédants. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur la phase 4, notamment entre le moment où on a commencé à la concevoir et le moment où on l'a mise en vente. Mais avec ces objectifs-là, c'est pour ça qu'on a des maisons dont on a parlé tout à l'heure, où on cible terrain plus maison, des choses comme ça. En tout cas, ça fonctionne, et ça fonctionne en accession, en locatif privé social, en locatif intermédiaire. Les objectifs, alors on n'est peut-être pas pile poil sur les quantités, les pourcentages espérés, mais ce qui est sûr, c'est que la ZAC, d'ailleurs dans l'absolu, parce que parfois on nous dit ça reste cher, oui ça reste cher, mais objectivement on est au-dessous du marché. Donc par comparaison, si vous retirez une opération comme ça, dans cette importance-là, d'une commune qui est sous pression immobilière, dans un secteur comme Douvres ou le nord de Caen, qui a continué à monter malgré la baisse du marché immobilier à certains endroits sur les 2 dernières années, vous imaginez que les proportions seraient encore un peu différentes, quoi. Ce sont des vrais poumons, ces opérations dans leur territoire, quand l'objectif il est de contenir un peu les prix. Une opération dont moi je me satisfais particulièrement, c'est l'opération des 11 PSLA qui ont permis à des jeunes couples d'acquérir, qui n'auraient pas pu le faire sans doute sans ces conditions spécifiques, et qui en plus se sont commercialisés à une vitesse grand V, c'est-à-dire y compris dans la période où c'était le plus compliqué. Ces petites maisons-là, qui sont très chouettes en plus dans leur aspect final, donc se sont vendues vraiment très très rapidement et permettent là pour le coup à des jeunes primo-accédants de pouvoir acquérir un premier bien. Un des sujets qu'on a devant nous, notamment par rapport à notre jeunesse, c'est qu'à notre époque, on arrivait, nous, à acquérir finalement assez rapidement après notre entrée dans la vie active. Et aujourd'hui, les jeunes, ça fait partie du désespoir que les jeunes portent avec eux aujourd'hui, s'imaginent pratiquement être locataires toute leur vie. Donc je pense que c'est un vrai enjeu que de permettre à des jeunes assez vite de pouvoir acquérir un premier bien, ce ne sera pas forcément le dernier, mais au moins acquérir un premier bien et être propriétaire, puisque ça reste le rêve de beaucoup de nos concitoyens quand même. Oui, tu prends le micro, Christine ? Tu prends le micro ? Prends le micro ? Dans les locatifs ? Quasiment pas. Quasiment pas.
J'ai vu qu'il y avait un panneau à louer. Alors en plus, j'ai vu passer l'annonce. Bon, je ne sais pas trop la situer par rapport au marché. Moi, ça me paraît pas délirant par rapport au marché, hein, parce que toute chose est relative, hein. Et à ma connaissance, il y a peut-être encore un ou deux appartements à vendre et un ou deux à louer dans la résidence Sogeprom, mais on en est là, quoi. Tout le reste, c'est occupé. Et alors, les reventes se font plutôt bien. Quand un bien est mis en vente, il trouve acquéreur assez vite, ce qui veut aussi dire que le quartier plaît. Je dis ça parce que c'est normal quand elle est arrivée, comme le disait Thierry, au départ, il y avait le même nombre de logements, mais sur 50 hectares. Donc ça a été rabattu sur 30 hectares, même un peu moins parce qu'il y a le boulevard dans les 30 hectares. Euh, et donc on a eu notamment au début, en plus ça correspondait à un moment où la densification s'intensifiait dans les documents d'urbanisme et que c'était trop dense, trop petit, des cages à poules. Enfin, on a eu à peu près tous les commentaires. Moi, sans faire de provocation, je constate juste que ça se revend bien et que si c'était si invivable que ça se revendrait pas et pas bien. Voilà, donc ça, il y a quasiment pas de logements vacants dans l'opération. Alors ça, je saurais pas vous dire parce que, enfin, nous, on voit pas tout Oui, passer. on a un certain nombre de reventes. Bah, pour un certain nombre d'entre elles, ce sont des éléments de la vie qui le provoquent, changement de travail, divorce, bah, voilà, différentes situations. Il n'y a pas eu d'effet spéculatif parce qu'on l'a Non, encadré. non, 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 non. Non, ce sont beaucoup des personnes qui ont acquis, des propriétaires, qui ont revendu. Alors, parfois, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont acheté dans la phase 1 et qui ont Oui. revendu dans la phase 1 pour acheter dans la phase 2. Et je crois même qu'il y a quelqu'un qui a fait phase 1 ou 2, phase 4. Mais bon, globalement, c'était plutôt des éléments de la vie qui faisaient que les gens revendaient assez rapidement dans certaines situations, d'ailleurs. Les investisseurs qui auraient pu jouer sur des allers-retours, on les a cadrés d'entrée de jeu avec une clause. Et effectivement, je peux vous confirmer par contre que aux ouvertures de commercialisation, quand on a dit ben oui, mais il y a une clause spécifique qui vous empêche de faire un aller-retour, en tout cas à très court terme, parce que c'est 5 ans, Mm. on a des gens qui sont repartis. Comment? Bah oui. Ah, ils ont raison, ceci dit, on a une ZAC sur laquelle on a fait des efforts en matière de prix des terrains. Ça ne peut pas être non plus un casino où on gagne à tous les coups, quoi. Donc il faut être vigilant sur le sujet et faire en sorte qu'on n'ait pas des spéculateurs qui viennent seulement. On a besoin d'habitants, pas de spéculateurs. Ok, sur la ZAC, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous propose du coup d'approuver le compte-rendu annuel de l'année 2024 de la concession d'aménagement de la ZAC des Hauts-Prés. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien merci, et donc poursuivons ensemble le chemin. Le projet Edifides notamment est un projet collectif que nous avons sélectionné, là, qui est vraiment très qualitatif de mon point de vue. Merci Eric. Merci à vous. Merci Et pour votre donc on va écoute. passer à un autre crack, on ne va pas craquer pour autant, mais on va passer au crack de l'immeuble Lacante, donc qui va être présenté par la Schéma. Donc si Je laisse ma place à Philippe, tu vas prendre ta place Philippe, par Monsieur Philippe Aussan. Je vous souhaite une bonne continuation de conseils. Espérons que la technique va être rétablie. Faut que tu mettes les deux. Faut que tu mettes les deux.
que la schéma achète des ordinateurs plus performants. Si c'est le vélo, donc c'est normal que l'ordinateur pédale, c'est ça, c'est logique, hein, un lien entre les deux. Donc ça va se rafficher. Les mystères de la technique. Ouais. En fait, ça vient pas d'ici, ça vient de là-bas. Ah, voilà, il est éteint. Léo Ferré s'en gratte la tête. Ah bon, c'est bizarre. Très bien. Bon. Bonsoir à tous. Je suis là pour vous présenter le compte rendu d'activité de l'année 2024 pour ce qui concerne l'aménagement de la place Le Sage et l'immeuble Lacan qui a été construit sur la place elle-même. Donc, pour ce qui est du cadre juridique, donc c'est une concession qui entre en vigueur au 29 mai 2015, pour lequel un avenant avait été signé en 2016 et qui visait donc la requalification de la place à travers la réorganisation des places de stationnement, la mise en accessibilité PMR de la place et opération qui s'est achevée fin 2016 pour ce qui concerne l'aménagement. La construction et le portage d'un immeuble d'activité attaché à l'organisation de cette place. Dans les méandres du démarrage de l'opération, c'est un permis qui avait été initié par la ville qu'on a repris dans le cadre de la concession. Et un rez-de-chaussée qui a été livré brut auprès de commerçants qui ont agencé ces commerces à travers un bail commercial qui a permis l'installation de 3 commerces et la construction la superposition d'un étage entièrement aménagé à vocation tertiaire qui est occupé par 5 professionnels de santé. Cet immeuble, lui, a été achevé en 2017. À travers la concession d'aménagement, nous avons une vocation de portage de cet immeuble, c'est-à-dire à vocation de le louer jusqu'en 2031, avec 2 hypothèses. Une hypothèse de base, qui est celle du traité de concession, à savoir la revente de l'immeuble au prix d'équilibre de la concession, d'ici à la fin de la concession, ou la revente à un tiers investisseur qui serait en mesure d'acheter l'immeuble à la valeur domaine et le porter en gestion dans ses comptes propres, à savoir que la vente viendrait dans le cadre du bilan de la concession. Juste une précision liminaire hein, pour l'histoire de ce bâtiment, pour être complet sur l'historique du bâtiment. En fait, le PC, la ville avait déjà repris ce PC à un porteur de projet privé, en fait, hein, qui s'était proposé de réaliser l'investissement et qui donc n'avait pas pu réunir des entreprises pour réaliser le chantier dans des conditions financières suffisamment équilibrées par rapport à ce qu'il jugeait, en tous les cas, à cette époque de l'équilibre économique du projet. Et donc, la ville, il a transmis de façon tout à fait, d'ailleurs, cordiale et transparente à la ville le permis de construire qu'il avait obtenu. Et donc, ce permis, en fait, c'est un permis qu'on a repris et qu'on a ensuite concédé à la schéma, donc pour la réalisation, dans le cadre de la réalisation globale de la place Le Sage, l'immeuble étant une des parties intégrantes, mais pas la seule.
Donc le présent compte-rendu a pour objet d'approuver le réalisé des comptes 2024 au terme de l'année 2024 et les perspectives au-delà de cette année 2024, puisqu'on arrive la milieu d'année 2025, mais l'arrêté des comptes intervient en avril-mai, entre le moment où les arrêtés de compte et les visas des commissaires aux comptes interviennent, et venir vous présenter cet arrêté de compte dans le courant de l'année 2025. Mais sinon, la date d'arrêt des comptes se fait au 31/12/2024. Sur l'ensemble de l'opération, on a bénéficié d'un certain nombre de subventions et de participation de la ville à l'équilibre de cette opération. Autant béni des subventions nourries et nombreuses auprès de différents partenaires, ce qui est un temps peut-être un peu révolu aujourd'hui, mais qui a existé en tout cas sur l'opération. Ça a bien servi à l'équilibre de l'opération et même à son excédent, puisqu'on avait à l'époque obtenu de la DETR à hauteur de 400 000 euros, avec des dossiers qui avaient été montés soit vers le bâtiment, soit vers l'aménagement. Et donc, que ce soit l'État, le département, et je pense qu'il y avait une part région qui avait dû être reversée. Je ne sais plus si c'est les autres aides, je crois que c'est une part région de 36 000. Et donc, l'ensemble de ces participations ont été donc nombreuses. 400 000 de l'État pour ce qui concerne la DETR, dont 183 000 dédiés à l'aménagement et 216 000 dédiés au bâtiment. Pour le département, 97 000 euros qui ont dû être versés à la ville, puisque nous, on a un 6 700 euros qui n'a pas été perçu, mais qui a été versé à la ville et restitué à l'aménageur à hauteur de 91 142. Une subvention DSIL à hauteur de 240 000 fléchée à l'aménagement. D'autres aides qui pour moi sont régionales à hauteur de 36 000 euros qui sont fléchées vers le bâtiment. Et on avait de la part du concédant, à savoir la ville de Douvres, 400 000 euros qui étaient fléchés vers le bâtiment pour l'équilibre de l'opération et 375 000 euros pour ce qui est de la participation aux équipements publics. C'est une revente pour équipements publics qui est le solde de l'équilibre de l'aménagement de la place publique qui avait été réalisé. Donc le montant total des subventions et participations s'élève à 1 542 000 euros, dont 514 000 de subventions et 375 000 de participation sous forme de cession d'équipements publics pour l'aménagement de la place, et 252 000 euros de subventions et 400 000 euros de participation de la ville pour la construction du bâtiment. L'ensemble de ces flux de recettes de subventions et de participation sont retraduites dans l'équilibre des comptes du bilan par thème, à savoir l'aménagement et la construction. Pour ce qui concerne le bilan de l'aménagement, on a réalisé cumulé, donc aujourd'hui il n'y a plus de mouvement pour ce qui concerne l'aménagement, l'ensemble des aménagements ont été réalisés. Il y a un reste à réaliser de 25 000 euros qui correspond au solde des clôtures liées à la gestion comptable et à la clôture financière de l'opération, qui viendra au terme de la clôture de l'opération, qui peut aller jusqu'à 2031. Donc à ce jour, l'équilibre du bilan affiche un résultat au 31/12/2024 de 243 000 euros, qui net de la rémunération de clôture interviendra à 218 000 euros, qui ne bougera plus d'ici au terme de la concession, puisqu'il n'y a plus de flux financier sur la partie aménagement. Sur la partie construction, donc là, effectivement, il y a plus de mouvements, puisque c'est un bâtiment qui est mis à la location. Donc on a eu un certain nombre de mouvements par local d'activité. Donc sur le rez-de-chaussée que vous voyez sur le haut du tableau, donc on a 3 cellules à la location, le libraire sur la cellule 1, le traiteur italien sur la cellule 2 et de la restauration rapide type hamburger sur la cellule 3. On a eu un changement de locataire en 2024 entre la SARL OTK et la SARL Lajade pour je dirais, la poursuite de l'activité dans la même configuration, hein, ça reste de la brasserie. Donc le local a été repris dans la foulée de la cessation d'activité de la SARL OTK. Et pour ce qui concerne l'étage, on a eu aussi quelques changements de locataires. Un cabinet infirmier qui a muté dans son organisation et sa composition de la société civile professionnelle, ceci en 2022. Et le local 6, qui lui a connu différentes activités, dont orthophoniste, qui est devenu un pédicure podologue qui s'est agrandi depuis le local 7 vers le local 6, sachant que le local 8, lui, avait
été transféré entre Madame Dumas, qui a construit un peu plus au sud de la commune, vers Monsieur Taoufik, qui a repris le local en 2023. Donc l'ensemble des locaux aujourd'hui sont occupés, il n'y a pas de vacances sur l'immeuble, et donc la gestion locative se fait avec l'ensemble des locataires en place. Là, ce sont les plans des locaux en question. Donc sur le rez-de-chaussée, les plans que vous voyez en haut à gauche, le local 1 occupé par le libraire, le local 3 occupé par l'épicerie italienne, la pizzeria, et le local 2 par la brasserie hamburger. Et l'ensemble des locaux liés à l'étage des professionnels de santé qui occupent la totalité de l'étage. Pour ce qui concerne les flux financiers, dans le réalisé des comptes passés, on a un cumul de dépenses à hauteur de 1 million, alors c'est pas très gros à l'écran, j'ai moins, mais 389 000 euros, cumulés depuis le début de l'opération. À ce jour, il n'y a plus que des flux liés à la gestion immobilière, à savoir des assurances sur immobilier, des impôts fonciers liés à la propriété de l'immeuble, des charges et frais non répercutables, qui sont des frais d'entretien courant qui ne sont potentiellement pas répercutables, et des frais répercutables qui sont liés à la gestion des parties communes, propreté, nettoyage et consommables, consommation de fluides notamment. Donc on est à peu près sur un montant de charge qui a évolué de manière significative sur les 4 dernières années, hein, notamment du fait des prix de l'énergie, puisqu'on est passé de 22 000 en 2021, 22 900 euros à peu près en 2021, même si on a des variations dans le coût des charges, parce qu'il y a eu des coûts de rattrapage pour certains locaux. Mais sinon, on était à peu près aux alentours de 20-25 000 euros par les années passées. On arrive à 32 000 euros cette année. En termes de l'année 2024, on voit bien que le montant des charges n'est pas neutre. Pour ce qui est des prévisionnels des dépenses liées à la gestion immobilière, on a inclus dans les perspectives de recettes, de dépenses, pardon, une progression constante des charges, mais je dirais de manière relativement faible, à hauteur de 1% par an d'augmentation de charges. La vérité, on l'aura à travers les coûts des énergies à venir. Ça reste des perspectives aujourd'hui qui restent relativement prudentes. Pour ce qui concerne les recettes, en matière de recettes réalisées jusqu'à la fin de l'année 2024, on a à peu près 50% des recettes qui sont constituées de subventions et participations, 37% qui sont loués aux recettes locatives et 10% qui sont liés à des charges répercutées. Donc on a un total de recettes réalisées de 1 225 000 jusqu'au terme de l'année 2024, dont 571 000 euros de produits financiers, dont 122 000 de charges répercutées. Pour ce qui concerne les recettes à venir, les recettes sont essentiellement constituées des loyers à percevoir en projection de la même façon d'une actualisation des loyers qui sont indexés sur un indice des loyers de la construction qui est de l'ordre de 1% actuellement, et des charges répercutées qui de la même façon progressent aux fluctuations des coûts des énergies à venir dans une projection des recettes à venir. On a inclus pour ce qui concerne la libération du local 1 et de la liquidation de la librairie, quelques risques d'impayés qu'on a inclus à hauteur de 10 000 euros pour attendre la liquidation effective et l'arrêt des comptes définitifs avec le liquidateur, par prudence, je dirais, dans les produits locatifs à venir. On a inclus aussi la revente de l'immeuble à la valeur nette comptable de 426 000 euros dans une hypothèse qui serait celle de la revente à la collectivité au terme de la concession. Ce qui est une hypothèse qui aujourd'hui n'est peut-être pas forcément celle privilégiée, mais je dirais que du point de vue du contrat, c'est celle qui est aujourd'hui présentée du point de vue de la photo finish de l'opération. Donc ce qui présenterait une recette totale liée à l'immeuble d'1 49 060.
l'ensemble de ces produits et recettes envisagées au terme de la concession générerait un boni de l'opération de 660 456 euros au terme de la concession d'aménagement. Excusez-moi, quel est le montant annuel des loyers en Les loyers 2024? sont à peu près de 70 000 euros annuels. Merci. En 70 000 euros qui correspondent à une occupation à 100% de l'immeuble. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, en synthèse, de l'ensemble des comptes de l'opération, à savoir aménagement plus bâtiment, l'excédent prévisionnel de l'opération affiché en 2031 dans l'hypothèse d'une revente à la collectivité à hauteur de 426 000 euros générait un excédent de 879 000 euros au terme de la concession d'aménagement au plus tard en 2031. Et donc, à l'appui de l'ensemble de cette présentation, il vous est demandé d'approuver les comptes de l'année 2024 ainsi que le plan de trésorerie prévisionnel des années à venir au-delà du 31/12/2024. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Est-ce que tout le monde a bien compris ce qui a été dit? Sur le reversement en fin de concession? Non. Sur ce qui a été dit, sur le bilan, est-ce que tout le monde a compris ce qui a été dit? On présuppose que oui. À part, S'il n'y a pas de questions. à part Aurélie. S'il n'y a pas de questions. Tu crois qu'on n'a pas compris? Une question. C'est assez flou pour moi. Et qu'est-ce qui est flou? Bon, je voudrais savoir, qui est propriétaire de ce bâtiment? Aujourd'hui, c'est la Schéma la qui est Schéma propriétaire. Donc vous avez Par délégation, par concession. Par la concession. C'est une chose que je ne maîtrise pas. Qui détient le foncier? Le foncier propre au bâtiment, qui est vraiment Propre au bâtiment, est encore propriété de la Schéma. D'accord, je comprends tout maintenant. On a été de toute façon obligé de revendre le foncier à la Schéma pour que le traité de concession puisse fonctionner à un prix correct. Je pense qu'il est resté pré-domaine, mais Oui, c'était relativement pré-domaine. faible puisque c'était de l'espace public. Bah oui, c'était de l'espace public. Mais exactement. ça veut dire qu'en 2031, si la commune rachète, elle rachète à 426 000 euros, c'est ça? À 426 000 euros. D'accord. Mais Pour un rapport de 70 000 euros par an, c'est ça veut dire? Pour un loyer qui vaut à 70 000 euros par an, conjugué au fait que vous percevez 880 000 euros de boni dans l'opération. Pas 879 000 euros en face. Ça veut dire que le résultat final, il est positif. Hein. Oui, bien sûr. Et nonobstant le fait que le bilan le plus positif quand même, puisque si cet immeuble, on a décidé de le reprendre et ensuite de le concéder, parce que c'est pas le métier d'une mairie que de gérer des baux commerciaux. Des baux tout court déjà, c'est pas forcément simple. Les baux commerciaux, encore davantage compliqués. C'est que cet immeuble, il a joué son rôle de participation à la dynamique du centre-ville. Parce qu'il a amené des commerces, il a amené des professionnels de santé qui amènent des gens dans le centre-ville. Et c'est la meilleure façon d'espérer que ces personnes-là consomment dans les commerces du centre-ville. Et j'ose pas imaginer ce que serait le commerce de centre-ville aujourd'hui sans l'apport de cet immeuble-là. Je pense on peut pas faire évidemment le film à l'envers, hein, mais je pense que le commerce de centre-ville serait en beaucoup plus grande souffrance, même si dans tous les commerces de centre-ville aujourd'hui, la situation est complexe. Hein, sur Caen, je ne sais pas si vous avez vu récemment différents articles, c'est vraiment devenu très très compliqué. Nous, on a la chance de voir souvent quand même nos commerces de centre-ville, même lorsqu'ils doivent muter. Hein, il y a de toute façon des mouvements. La Chambre de commerce et d'industrie tient les statistiques et il y a à peu près 50% des commerces qui, au bout de 3 ans, ont changé de gestionnaire. Hein. Donc on n'est pas du tout à ces taux de rotation d'ailleurs sur la commune. Et donc il y a forcément toujours des mouvements. Mais lorsqu'il y a des mouvements, même si parfois ça met un peu plus de temps, mais globalement, on a toujours des activités qui viennent prendre la place de celles qui ont cessé leur activité. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de tous les commerces de centre-ville. Non, puis en termes d'aménagement urbain, la place, voilà, Oui. on a connu ce que c'était avant.
Ah bah avant c'était un crottoir à chien là. Non, non, c'est vrai qu'urbanistiquement ça a beaucoup changé les choses. Et quoi qu'on en dise, aujourd'hui, l'immeuble il a trouvé sa place et finalement esthétiquement il est tout à fait satisfaisant et très attractif. Et à l'intérieur il est vraiment très très agréable. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Nine? Oui, Isa, tu prends un micro, prends un micro, prends un micro. C'est pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran encore, j'espère. Il y a un panneau, ça Vas-y. marche pas, si ça marche. Il y a un panneau qui affiche le nom des... Et donc qui n'est pas du tout à jour, donc est-ce qu'il est prévu de le mettre à jour? Exact. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Pas d'autres questions ou observations? Non, non, mais c'est une remarque judicieuse qu'on s'est faite également. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'approuver le compte-rendu annuel de l'année 2024 de la concession d'aménagement de la place Le Sage. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Merci à la schéma de gérer si étroitement et si sérieusement ce local, donc, qui, encore une fois, est très important pour notre centre-ville. Voilà, j'ai rangé mes petites affaires, donc je peux continuer. Donc je vous propose ensuite d'aborder la question du renouvellement finalement de l'autorisation de signature de la convention de mise à disposition du gymnase Pierre Roux au lycée Notre-Dame et Notre-Dame de Nazareth. Vous savez qu'on loue l'usage du gymnase du collège maîtrise Notre-Dame et que donc en contrepartie et sur un tarif d'ailleurs légèrement inférieur, nous louons notre gymnase. Bonsoir Monsieur Haussan. Donc nous louons notre gymnase donc, pour les lycées qui l'utilisent régulièrement. Donc à hauteur d'un tarif qui était de 16 € pour l'année 2024-2025 et qu'on vous propose de renouveler au même tarif. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Donc je vous propose d'adopter les termes de la convention avec les lycées Cours Notre-Dame et Notre-Dame de Nazareth pour l'utilisation du gymnase, du parc des sports Pierre-Roux et du dojo par les lycéens de ces deux établissements, de fixer le tarif horaire à 16 € et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire, notamment la convention. Attention, qui vote pour ? ça, ça change un peu. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Patrick, tu votes pour ou tu n'as pas levé le doigt ? Ah bon, tiens, j'ai pas vu, excuse-moi, j'ai pas vu. Donc, il n'y a pas d'abstention, pas de vote contre, merci. Alors ensuite, donc, attribution du marché de travaux du réaménagement de la route de Bretteville, donc route de Bretteville qui est route encore départementale et qui sera donc restituée dans le domaine communal par le département dès lors que nous aurons pu réaliser et ouvrir le boulevard urbain et l'élargissement de la RD 83 qui mène vers le rond-point du radar, dit du radar, donc sur la RD 404. Donc le département va participer dans ce cadre à la réfection du tapis. À chaque fois, il finance pour un montant donc, qui a été négocié, conventionné avec le département donc, sur la prise en charge de la réalisation du tapis. Au-delà, le département, donc, nous en avions fait la demande, nous avions passé une délibération sur le sujet, nous a accordé sur ce projet, sur la première tranche, et donc ça suivra également sur la deuxième tranche, un financement au titre des amendes de police, donc de 40 000 €, donc on aura 2 fois 40 000 €, en plus des presque 130 000 € donc pour le dédommagement lié à la réfection de la voirie que nous ferons en lieu et place du département. Et donc, après avoir étudié différentes offres et avoir d'ailleurs proposé dans le cadre de ce marché négocié donc, aux entreprises de nous proposer donc,
nouvelle offre financière, puisque sur la partie technique, les choses étaient de toute façon calées. Donc, nous vous proposons de retenir l'entreprise Mastelotto pour une tranche globale, pour la réalisation globale depuis la Froide Rue jusqu'à la rue du Chemin du Bord, après le croisement de la rue de la Haule, donc, ce qui fait quand même un linéaire très important, donc pour un montant de 529 878,85 € hors taxe, sachant que la tranche ferme comprend la partie qui est comprise entre la rue du Chemin du Bord et la rue de la Fontaine, donc à l'emplacement de l'ancienne brasserie, là, au carrefour avec la rue de la Fontaine, et que la tranche optionnelle, mais qui aura vocation à se réaliser en début d'année 2026, donc comprendra la réalisation de cette deuxième partie, donc ce qui va améliorer évidemment la mobilité piétonne et cycle, en tous les cas la sécuriser, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune sécurisation, et qui va permettre aussi d'apporter, là encore on le fait au maximum de ce qui est possible, donc une végétalisation et une amélioration esthétique de ces espaces. Voilà, avec aussi donc autant que faire se peut, partout où on a pu le faire en tous les cas, une perméabilisation, notamment des places de stationnement, de manière à permettre de limiter les effets de certains impacts météorologiques comme ceux que nous avons connus il n'y a pas très longtemps. Et donc il y a un lot, donc Mastelotto c'est le lot de travaux publics, et il y a un lot donc paysage, donc qui a été qu'on vous propose d'attribuer, donc que la commission d'appel d'offres vous propose d'attribuer à l'entreprise ID Verdé, qui réalise également le paysage de la rue du Général de Gaulle, enfin pour l'instant pas beaucoup, mais qui va bientôt planter le paysage de la rue du Général de Gaulle, et qui va encore améliorer l'esthétique de cette rue qui déjà fait l'unanimité, ou presque, sachant qu'on ne peut pas empêcher les quelques grincheux qui restent. Oui, vas-y. C'est bien, enfin, mais je suis passé à pied là ce matin, c'est extrêmement sale. Est-ce que ça se nettoie physiquement? Il y a des taches de graisse, sur les pavés de côté. Est-ce que ça se nettoie ou il faudra essayer de le nettoyer, oui, bien sûr. On a un service entretien, donc on va essayer de nettoyer. Non, mais je veux dire, est-ce que ça marque sur les dalles, ou la question c'est ça, vous nettoyez? Si c'est de l'huile, c'est compliqué à retirer. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment par endroit. Ça, sur le début de la rue, ça fait dégueulasse. Hein. Ah oui, donc si c'est de l'huile, c'est ça. Bon, je ne sais pas si c'est pas de l'huile. Ouais. Ah d'accord. En fait, la voirie a été poncée. Ouais, j'ai vu. Ouais. Donc, la rue a été poncée, ce qui fait que ça a généré, comme tout ponçage, c'est normal. Un paquet de poussière. Après, suite aux intempéries, il y a eu des plaques, selon le moment où ça a été fait, des plaques qu'on séchait, des plaques qui n'étaient pas encore sèches. Et donc, il va falloir qu'on régularise tout ça. Mais je pense qu'un lavage, c'est pas gras, quoi. C'est pas, oui, voilà, c'est ça. pas Sinon, c'est bien, évidemment, c'est très bien, mais il faut pas que. Ce que nous disent beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont l'impression que la rue est plus large. C'est vrai. Alors, c'est vrai. je vous rassure, elle n'est pas plus large. Hein. Parce qu'on n'a pas pu pousser on s'est pas permis de pousser des murs. C'est juste pour les vélos, faudra ça va venir. Ouais, après, alors, mais là, c'est quand même plus facile. Oui. C'est quand même beaucoup plus facile. Et puis, donc, on a espacé les potelets qui sont devant quelques commerces pour permettre aux vélos, si jamais il y a une voiture, parce qu'on a vu ça dans l'usage concret, les gens ont tendance à se déporter du stationnement vers la gauche. Et donc, on a créé des espaces de secours, entre guillemets, pour les vélos, pour qu'ils puissent... Mais est-ce qu'il y aura une signalétique au sol pour les vélos ou pas, pour indiquer que les vélos aussi peuvent prendre Alors, le sens? c'est une zone 20. Donc la zone 20, elle est partagée complètement. Alors, ce qui manque aujourd'hui... Quand tu es en vélo, la voiture en face, c'est pas toujours évident qu'elle comprenne. Ce qui manque aujourd'hui, donc il y a des traçages au sol qui sont déjà indiqués. Et voilà, pour le contresens. Pour le contresens. Uniquement pour le contresens. Mais il y a encore du panneautage à réaliser pour faire en sorte que l'ensemble prenne sa place. Mais globalement, y compris les stationnements, visiblement, les retours que j'ai par la police municipale et la SVP, c'est que les places se tournent beaucoup mieux. Et le fait qu'elles soient enhermées aussi rend l'ensemble plus sympathique, et surtout permet de participer là aussi au traitement des inondations, puisque donc en plus des subventions que nous avons obtenues sur
sur cette rue, on a pu obtenir une aide de l'agence de l'eau du fait de tous les travaux, notamment sur les jardins de pluie, les places enherbées, etc. Donc qui permettent effectivement d'infiltrer directement l'eau lors de forts orages auxquels nous sommes malheureusement maintenant contraints et auxquels il va falloir potentiellement s'habituer. Ouais, alors les commerçants ont vécu le chantier finalement de façon assez sereine dans l'ensemble. Il y a quelques commerçants qui ont été un peu plus impactés que d'autres. Il y en a qui ne l'ont pas été. En tous les cas, ils ne nous l'ont pas fait savoir. Il y en a qui l'ont été davantage. Alors la question est toujours de savoir si ça tient à la réalisation des travaux ou à d'autres raisons. Je pense que c'est un cumul de raisons. Parce que j'ai échangé ce matin avec un boulanger, le premier sur la gauche. Il m'a dit avoir perdu des clients depuis, voilà, qu'il n'a pas retrouvé, mais bon, je pense que ça va revenir, j'imagine. A priori, Aurélie Le premier, répondrait mieux que sur la moi à gauche. la question, puisqu'elle les côtoie plus que régulièrement. A priori, là, depuis que les places ont été ouvertes sur le haut de la rue du Général de Gaulle, a priori, il a retrouvé une clientèle. Mais encore une fois, il faut faire attention au fait que ces questions-là sont pas simples. Oui, c'est pas lié uniquement. Il y a aussi d'autres raisons qui peuvent expliquer que des commerçants vont continuer à fonctionner correctement et d'autres moins. Voilà. Mais a priori, donc, il a retrouvé. Et on est en train de réfléchir avec Aurélie là sur des mesures, si nécessaires, compensatoires pour les cas qui seraient réellement justifiés. Avec la difficulté, encore une fois, de ressortir le bon grain de livret dans ces questions-là et de la question qu'il faut toujours se poser, parce que quand on parle d'indemnisation potentielle de commerce, le jour où le commerce fait plus de chiffre d'affaires, il ne va pas venir aider ou rembourser à la commune les sommes que la commune a pu verser. Donc il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment juste, équitable et démontrable surtout. Sur une durée de travaux qui a quand même été relativement courte. Donc malgré un petit problème de démarrage et un retard de 15 jours qu'on aurait dû éviter, malgré tout, ça s'est bien passé. Et je formule le souhait que le chantier de la route de Bretteville se passe aussi bien, ce qui serait bon signe, parce que c'est une route aussi qui est très fréquentée et qui donc sera de toute façon en sens unique et qui donc permettra de faire un tour complet avec la rue de la Fontaine et puis la rue de la Haule, de manière à ce que tout cet espace-là soit sécurisé. Donc voilà, globalement, on est en dessous des prix d'objectifs que nous avions fixés initialement, donc plutôt été une bonne surprise. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tiqué un peu sur le fait que les entreprises de TP n'étaient pas encore en situation de faire des prix plus intéressants. Là, dans nos derniers appels d'offres, nous, on a constaté que les entreprises de TP commençaient à baisser le prix de leurs prestations. Est-ce qu'il y a des questions sur la route de Bretteville qui peut-être deviendra la rue de Bretteville, parce que ce ne sera plus une route, elle ne ressemblera plus à une route, elle ressemble déjà pas trop à une route, c'est quand même plutôt une rue de ville qu'une route départementale. Pas de questions? Eh bien écoutez, je vous propose d'attribuer le marché de travaux publics à l'entreprise Mastelotto pour le lot 1, à l'entreprise ID Verde pour le lot 2, donc dans les conditions évoquées, 529 878,85 € pour Mastelotto, 18 908,58 € pour ID Verde. De préciser que le marché public de travaux relatif à l'aménagement de la route de Bretteville donc, est attribué à ces entreprises pour un montant global de 548 787,43 € et de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors ensuite, donc, autorisation de lancement de l'étude menée par l'adresse. Alors on a déjà commencé une partie du travail puisqu'on a fait un questionnaire qui a été distribué, enfin qui a été rendu accessible à la population. Mais donc nous vous proposons de retenir l'association Adresse, dont c'est une spécialité que de travailler sur la redynamisation des commerces de petites communes ou de quartiers qui ont pu disparaître, ce qui est le cas pour notre boulangerie Saint-Rémy. Et donc on vous propose là de valider en l'occurrence sur un montant d'études total de 12 800 €,
une demande de prise en charge au leader, donc, qui est géré par le SCOT de Caen Normandie Métropole, d'un montant de 10 240 €. Donc avec le reste à charge pour la commune de 2 560 €. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc on va dépouiller prochainement là, les réponses qui ont été apportées. On a donné jusqu'au 15 octobre hein, donc pour recueillir toutes les réponses. On est à plus de 200, c'est ça actuellement? On est à plus de 200 donc, réponses, ce qui est pas mal. Après, donc, il va falloir travailler sur un modèle qui va permettre de faire fonctionner ce local dans des conditions qui soient supportables, évidemment, pour la collectivité. Et donc, on espère que toutes les personnes qui souhaitent que quelque chose s'y passe donc contribuent à ce que ce soit le cas. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, moi. Excusez-moi. Justement, comment ils vont s'y prendre un peu pour faire leur étude? On va reprendre déjà tout ce que les habitants nous ont indiqué. On va regarder les différents scénarios qui ont été proposés. Il va y avoir un comité de pilotage qui va être réuni. Donc, le comité de pilotage donc, réunira des élus, la foncière de Normandie, notamment, qui est, elle, dont c'est le rôle que de porter des projets commerciaux de redynamisation des centres-villes, et puis les conseillers référents qui sont dans le quartier de la boulangerie, je vous dis toujours la boulangerie, de l'ex-boulangerie, donc de manière à voir en fonction des différentes hypothèses quelles sont celles qu'on va retenir pour les creuser, et au final il faudra par réunions successives, itératives, donc regarder s'il y a un projet commercial ou autre qui justifie effectivement la modification de cette boulangerie, étant entendu que une boulangerie seule apparaît quand même d'ores et déjà comme très peu probable. Ouais, c'est ça la question, c'était est-ce que dès le départ il y a des contraintes, enfin il y a quand même un cadre minimum, ou c'est vraiment on peut aller dans tous les azimuts? On n'a pas fixé de cadre à l'imagination et à l'imaginaire collectif. Non, mais il pourrait y avoir des interdits dès le départ. Enfin, là, À ce là, jour, on parle il n'y a pas de... ça peut pas être une boulangerie, donc c'est déjà plus ou moins... c'est pas un interdit, là, c'est du bon sens, là. Oui, mais c'est pas un interdit. Si quelqu'un nous démontre que la boulangerie peut fonctionner, pourquoi pas, hein, enfin, mais aujourd'hui, très sincèrement, c'est une option qui est peu probable. Sinon, elle aurait déjà été reprise par un boulanger. Sinon, si vraiment une boulangerie était viable, ça se saurait déjà depuis, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, on l'a fait visiter, il y a des travaux à faire. Elle a été vivable, hein, cette boulangerie. C'est peut-être aussi. Elle a fonctionné pendant des années. Donc, oui, mais avec un boulanger particulier. Voilà, et avec moins de boulangeries dans la commune. Et avec moins de boulangeries dans la commune aussi. Je pense que c'est là. Ça a bien marché une époque, il y avait des produits de qualité et le bâtiment n'était pas. Enfin, le four est plus aux normes. Il y a quand même pas mal de remise aux normes à faire. Hein. Il n'y a plus rien aux normes. Il n'y a plus rien. Donc voilà, il faut un boulanger philanthrope, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Un boulanger qui a gagné au loto, pas de problème. Non, mais après, ce qu'il faudra, c'est regarder aussi si c'est supportable financièrement pour la collectivité, s'il y a une part qui reste à charge de la collectivité, pour que ce ne soit pas non plus un lieu où des gens viennent se faire plaisir. Très bien qu'on se fasse plaisir, mais pas avec l'argent de la collectivité forcément, ou en tous les cas de façon raisonnée et raisonnable. Ok, pour cette étude, c'est suffisamment clair. Donc du coup, si certains ou certaines d'entre vous n'ont pas encore répondu à l'enquête, il est encore temps, hein, c'est jusqu'au 15 octobre. Après, c'est Émilie qui ferme la boutique et qui interdit donc, les réponses. Il n'y a donc pas d'autres questions. Donc, je vous propose de voter, d'autoriser le lancement du projet avec l'association Adresse Normandie afin de mener une étude d'opportunité sur le devenir de l'ancienne boulangerie Saint-Rémy à travers le dispositif Fabrique à initiative, de préciser que le montant de l'étude au global est de 12 800 € et de demander une prise en charge financière du leader GAL, donc de Caen Métropole,
sur l'exercice 2023-2027 d'un montant de 10 240 euros. Est-ce qu'il y a des votes pour? Hop. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Eh bien, merci. Alors ensuite, donc, un point que je vous ai proposé d'ajouter en début de réunion, puisque c'est vraiment un sujet qui reste d'actualité. On a des luminaires qui, pour une part, sont des luminaires anciens, puisqu'ils ont plus de 30 ans, et donc ils sont très fortement consommateurs, au-delà du fait qu'ils n'ont plus l'esthétique forcément qui convient. On a encore des boules, hein, par exemple, dans certains quartiers. On n'en a plus beaucoup, hein, parce qu'on en a changé quand même beaucoup déjà, mais il en reste quelques-uns. Et là, on a demandé au SDEC de nous faire une étude donc, sur le renouvellement de tous ces luminaires qui sont désuets. Et donc, le SDEC nous a fait une... Alors là, on est sur une première analyse. Hein, c'est un avant-projet qu'on va considérer d'avant-projet sommaire. Hein, c'est ce que fait toujours le SDEC. Et ensuite, donc, il nous confirme le montant définitif. C'est souvent inférieur au montant estimé dans l'avant-projet sommaire. Donc, avec un remplacement donc, de tous les luminaires et une amélioration d'ailleurs de l'éclairement au passage, et également donc des poteaux d'éclairage qui vont être dans la norme de tout ce qu'on fait avec notre râle communal, etc. Donc, qui va aussi participer à l'amélioration esthétique de tous les endroits concernés. Et notamment, si vous y passez de temps en temps, on a l'impression qu'on suréclaire cette avenue. Mais l'avenue Pierre-Roux est vraiment très, très éclairée et pas forcément bien toujours. Et de plus, il y a des poteaux d'éclairage public qui sont sur la partie qu'on a maintenant réservée à la piste cyclable et qui donc ne sont pas forcément bien placés à cet endroit-là. Donc il y a tout un renouvellement qui va nous permettre d'avoir quelque chose là aussi qui va permettre à la piste cyclable de fonctionner dans de meilleures conditions. Et sur ces programmes R30, donc le SDEC, donc là ils ont joué le jeu parce qu'ils nous ont vraiment fait rentrer tous les luminaires qui pouvaient entrer dans cette catégorie. Et donc sur ces programmes, le SDEC participe à hauteur de 50% de l'ensemble des investissements, ce qui est quand même plus que ce qu'il fait dans les autres situations. Et donc le montant estimé à ce jour donc, de tous ces changements est de 166 389,38 €, sur lequel donc, le SDEC participe à moitié, et donc avec un reste à charge pour la commune de 83 194,69 €. C'est un investissement pour le moyen long terme. Pas de sujet, pas de questions. Tout est clair? Vous êtes suffisamment éclairé, ça va? Bon. Donc je vous propose de confirmer que le projet donc R30 est conforme à la demande et que le renouvellement des ouvrages nécessaires sera réalisé par le SDEC Énergie, de préciser que la contribution de la commune s'élève à la somme de 83 194,69 €, correspondant au montant du devis de 166 389,38 €, déduction faite de la part de financement par le SDEC Énergie, de nous engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, donc en section d'investissement par fonds de concours, le montant total des fonds de concours ne pouvant excéder 75% du coût hors taxe de l'opération. Le reliquat sera inscrit en fonctionnement. De prendre note que le SDEC sera bénéficiaire du remboursement du FCTVA et de m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. Est-ce qu'il y a des votes contre? On va changer une fois sur deux. Hein. Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Alors toujours le SDEC et toujours l'éclairage. On a besoin d'être éclairé toujours dans la vie. Donc là en l'occurrence c'est le centre-ville. On profite en fait de l'opération pour renouveler l'éclairement du centre-ville qui n'était pas à certains endroits tout à fait conforme, et donc qu'il faut évidemment rendre conforme, puisque si jamais quelqu'un chute, se blesse et que l'éclairage n'est pas conforme, donc il peut à juste titre se retourner contre la collectivité. Et il y a aussi une amélioration esthétique, d'autant plus que le choix des mâts et des consoles d'éclairage ont été faits avec l'architecte des bâtiments de France, puisque sur ce chantier, nous sommes en relation étroite et directe avec
l'ABF, avec lequel d'ailleurs les choses se passent très bien. Et donc là, il s'agit d'une somme. Alors, il y a une somme qui a été ajoutée par rapport à ce qu'on vous avait présenté en préparation conseil de 2 640,29 € pour la partie de la rue Le Lièvre, donc qui est comprise entre la place et la rue du Général de Gaulle, qui va être refaite également et qui va être améliorée parce que là aussi, le mobilier urbain aurait besoin sans doute d'un petit rafraîchissement. Et là, du coup, on aura une cohérence d'ensemble sur l'ensemble du projet, donc pour une somme de 2 640,29 € en plus des 55 679 qui sont prévus donc pour là, du coup, l'éclairage de l'ensemble de la rue de Gaulle. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose donc de confirmer que ce projet est conforme, je vous le refais, à la demande et que la construction des ouvrages nécessaires est réalisée par le SDEC Énergie, de préciser que la contribution de la commune s'élève à la somme de 55 679 plus de 1 640,29 €, donc correspondant au devis global de 87 478,93 €, déduction faite de la participation de financement assurée par le SDEC. De nous engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi. En section d'investissement par fonds de concours, le montant total du fonds de concours ne pouvant excéder 75% du coût hors taxe de l'opération, le reliquat étant à inscrire en fonctionnement, de prendre note que le SDEC Énergie sera bénéficiaire du remboursement du FC TVA et de m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. Est-ce qu'il y a des votes pour ? Des abstentions? Non, je ne crois pas. Tout le monde a voté pour. Merci. Alors ensuite, donc, déclassement d'une parcelle donc, dont nous avons parlé la dernière fois, puisque nous avions... non, c'est pour la réalisation en fait, de la piste cyclable donc, qui va jalonner la rue Alfred Kassler. Donc c'est un projet qui est porté par la communauté de communes Cœur de Nacre et qui donc doit acquérir une petite parcelle en triangle pour pouvoir permettre une meilleure visibilité en fait, sur le croisement du carrefour de la rue Alfred Kassler et de la rue de la Fossette. Et donc, évidemment, pour que la CDC Cœur de Nacre puisse le réaliser, il faut lui céder. Et pour lui céder, il faut qu'on le déclasse du domaine public dans le domaine privé. Pas de questions ? Eh bien, je vous propose de constater préalablement la désaffectation du domaine public de la partie de 6 mètres carrés de la parcelle ZH37 telle que proposée par le plan de division, d'approuver de constater le déclassement du domaine public communal de cette partie de 6 mètres carrés, parcelle ZH37 qui entraîne l'intégration de la dite parcelle dans le domaine privé communal, d'autoriser dans la foule évidemment la cession de cette portion de parcelle à la communauté de communes Cœur de Nacre qui assure l'aménagement de la zone d'activité et de m'autoriser à signer tous les actes nécessaires à la cession de cette portion de parcelle. Ce sera sans doute par délégation Jean-Pierre qui signera pour le compte de la commune, puisque moi j'aurai à signer pour le compte de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des votes, je ne sais plus où j'en suis là, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ça va plus vite, merci. Toujours dans le domaine de la désaffectation et du déclassement donc, du domaine public, et il nous faut déclasser deux espaces donc, qui concernent donc, le projet de la rue de l'Église, donc, qui concerne à la fois celui qui est le long de la rue des Pensées et celui qui est le long de la rue de l'Église, et qui reprend après destruction évidemment les bâtiments que nous avons qui étaient les logements d'enseignants qui ont été ensuite des logements loués par la commune et qui sont aujourd'hui en état de ne pas être réhabilités, et puis évidemment tous les petits bâtiments, les bungalows qui ont été là aussi bien utiles pendant de nombreuses années, qui sont aujourd'hui vierges de tout occupant, puisque la MAP venait, alors Alain me précisait, à leur grande satisfaction de rejoindre donc la maison de la Baronnie avec le fou rire, et visiblement ils s'en trouvent très bien. Donc pour réaliser l'ensemble de ce projet que nous avions validé, enfin, on a fait le choix de l'opérateur susceptible de réaliser cet ensemble qui faisait suite aussi à une étude menée dans le cadre du SCOT sur les espaces interstitiels. Donc il nous faut déclasser deux endroits, donc un terrain de boules et un parking, donc qui sont eux aujourd'hui dans le domaine public et qui ne peuvent pas donc de ce fait
être cédé de quelque façon à l'opération prévue. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je perde ma voix, merci. Donc, je vous propose de constater la désaffectation des empris situés sur les sites A et B, donc qui sont dans le domaine public et qui ne seront plus utilisés pour aucun service public et plus ouvertes donc au public. En tous les cas, la partie de construction, le reste restera ouvert au public indirectement, mais pas dans le domaine public. Et donc de déclasser sur ces deux sites A et B donc du projet rue de l'Église du domaine public et de l'intégrer donc dans le domaine privé communal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, donc, autorisation de transfert de la RD 219A dans la voirie communale. Alors, la RD 219A, on est très peu concerné par cette voirie. C'est la voirie qui part de Langrune et qui remonte sur la 219, c'est-à-dire la voie qui va de Tailleville à Saint-Aubin, qui est toujours très dangereuse à prendre, celle-ci. Donc, qui doit être élargie. Le département doit l'élargir pour la sécuriser. Mais en contrepartie, le département souhaite se délester de la 219A, qui est une toute petite route, très encaissée, et là aussi très, très compliquée à utiliser en vélo, par exemple, hein, parce que la confrontation avec les voitures est souvent compliquée. Et donc, le département propose aux 3 communes concernées, donc nous, Saint-Aubin et Langrune, donc d'accepter le transfert de cette RD 219A dans le domaine communal. Et donc il nous appartiendra de nous, une fois qu'on aura tous les 3 délibéré dans ce sens, de nous revoir assez rapidement pour décider ce qu'on en fait. Est-ce qu'on la garde donc avec un sens unique, avec les vélos en contresens? Est-ce qu'on en fait une route spécifiquement dédiée au déplacement doux? Voilà, il y a des choix qui sont à faire et qui sont à faire de façon concertée entre les 3 communes, bien évidemment. Alors, quand tu sors de Tailleville pour aller vers Saint-Aubin, c'est à l'endroit du château d'eau. Au château d'eau, là, tu tournes, c'est sur la droite, tu descends sur Langrune sur mer. Et tu descends vraiment parce que c'est une route qui est très encaissée. Hein. Et donc en contresens cyclable, là, c'est pas forcément facile. Donc en contresens cyclable avec la circulation, hein, c'est pas facile. Pas de questions? Donc on espère qu'on pourra trouver un accord avec les 2 autres communes donc sur le devenir de cette 219A. Donc je vous propose d'autoriser le transfert de la voie section 1 d'une longueur de 423 mètres, hein, c'est notre partie à nous, et l'intégration dans la voirie communale à l'achèvement des travaux de réfection départementaux. Donc du coup le département ne nous rétrocédera que quand il aura fait l'élargissement de la 219. Hein. Et donc il participera aussi à la réfection de la voirie, bien évidemment, dans les mêmes conditions. De préciser que ces travaux pourraient avoir lieu en 2026 et de m'autoriser à signer tous les actes permettant la mise en œuvre de ce dossier. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors ensuite, subvention exceptionnelle à la communauté de Notre-Dame de Fidélité. Donc la communauté... Alors, c'était pas en lien précisément avec les Bibli en folie, hein, mais ça tombait sur le même week-end, donc à organiser donc une lecture théâtralisée de la correspondance échangée entre René Lalique et la mère supérieure de l'époque. Donc sur la création, le financement, la répartition des responsabilités donc entre le maître verrier et la congrégation. Donc, dans ce cadre, la congrégation nous a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle, alors, qui était au départ d'un montant de 1 000 € qu'on a convenu avec eux de réduire à un montant de 500 €. Et donc, on vous propose de participer au versement de cette subvention de 500 €, donc pour participation à cette œuvre culturelle et à la mise en valeur de cette chapelle laïque. J'ai pu participer moi donc à la lecture théâtralisée. La chapelle laïque était pleine et donc il y a des tas de gens d'ailleurs qui découvraient la chapelle laïque à cette occasion.
Donc c'est un des éléments de notre patrimoine communal intéressant et qui mérite d'être vraiment valorisé à l'occasion de manifestations de cette nature. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Eh bien, je vous propose d'autoriser le versement de la subvention d'un montant de 500 € à la congrégation de la communauté Notre-Dame de Fidélité et de dire que les crédits sont prévus au budget 2025. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Merci. Tout le monde, toutes les personnes qui ont participé, alors ça a duré un certain temps, mais la lecture théâtralisée était plutôt de qualité avec des artistes canés qui étaient également de qualité. Alors ensuite, donc on est sur des sujets liés au montant de la redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages de réseau public de distribution de gaz. Donc GRDF nous indemnise à hauteur de 0,035 € du mètre de canalisation. Il faut beaucoup de mètres pour faire des euros. Mais bon, ceci dit, c'est mieux que ne pas avoir d'indemnisation du tout, sachant qu'aujourd'hui, les canalisations gaz vont devenir un peu moins utiles ou nécessaires compte tenu des choix qui sont faits. En tout cas, j'espère qu'on ne le regrettera pas sur le long terme, celui-là. Et donc, je vous propose d'adopter les propositions que nous fait. Alors, ce sont des propositions sans qu'on ait trop de capacité de les discuter. Par GRDF, concernant la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution gaz, donc au prix, comme je l'évoquais tout à l'heure, de 0,035 € par mètre de canalisation. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Alors ensuite, donc, programme Savoir rouler à vélo, c'est la reconduction du programme donc, pour nos CM2, donc, qui, de ce fait, ensuite, peuvent aller vers les collèges, de façon plus sécure en vélo. Et on a aujourd'hui suffisamment d'espace protégé dédié au vélo pour que nos jeunes scolaires, à l'âge d'entrée donc au collège, puissent y aller en vélo, en espérant qu'ils n'aient pas à ce moment-là oublié un certain nombre de préceptes qu'ils ont appris dans le cadre du savoir rouler à vélo, le casque, la lumière, voilà, un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour qu'ils soient visibles et sécures. En tous les cas, le programme a super bien fonctionné. Hein. Muriel, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur le sujet. Hop, où est-ce qu'il est le micro ? Oui, l'an passé, ça a très bien fonctionné. Les enseignants étaient obligés de solliciter les parents parce qu'il fallait quand même pas mal d'accompagnateurs pour les sorties. Donc les parents ont su se rendre disponibles aussi parce qu'en plus, il y a une validation à faire auprès de l'Éducation nationale. Donc ils ne peuvent pas venir accompagner comme ceux-là. Voilà, donc dans tous les enfants étaient contents. Il y avait quand même 2 enfants sur les 2 classes qui n'avaient jamais fait de vélo, donc qui ont eu l'occasion d'apprendre à faire du vélo. Donc c'est quand même important aussi. Et oui, très positive, même peut-être trop, parce que certains étaient vraiment très, très, très à l'aise après, effectivement, peut-être un petit peu trop. Enfin, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Donc cette année, on récidive avec du coup des petits groupes qui vont être... voilà, ça va être très bien pour les enfants, puisqu'on a 38 enfants concernés. Voilà. Sachant que normalement, donc, c'est la fédération cycliste qui intervient ils interviennent avec un maximum de 28 élèves. Donc nous, on en a 37, ça veut dire qu'ils vont être vraiment privilégiés. Si on divise par 2, ça fait quand même un nombre très très satisfaisant. 18 et demi, donc je ne sais pas qui on va couper en 2. Mais en tous les cas, voilà, ils vont pouvoir encore mieux que l'année dernière profiter des enseignements et des conseils de gens qui sont très expérimentés sur le sujet. C'est bon pour le savoir rouler à vélo ? Eh bien, je vous propose d'autoriser le renouvellement du programme SRAV, donc savoir rouler à vélo, sur la base d'une prise en charge 50% commune et 50% communauté de communes Cœur de Nacre, hein, soit 607,10 € par classe. De préciser que la commune dispose de 2 groupes de CM2, soit 1214,20 €, et de dire que les crédits sont prévus au budget. Est-ce qu'il y a des votes pour ? Hop. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je ne crois pas, pas de vote contre non plus, merci. C'est
c'était important de montrer à notre école et à nos élèves que nous étions déterminés et positifs sur le sujet. Sur le permis de louer, donc, il nous faut, malheureusement, d'une certaine façon, puisque certaines personnes qui sont censées ne pas ignorer, puisqu'ils ont déjà été confrontés au permis de louer, donc cherchent potentiellement à s'en dispenser. Et donc, ce que nous n'avions pas imaginé dans un premier temps s'avère nécessaire, au moins pour faire prendre conscience de la nécessité de respecter ces conditions. Et donc, on vous propose donc de mettre en place un montant d'amende que les textes nous autorisent, graduel évidemment aussi, et en espérant de la même façon que nous n'ayons pas forcément besoin de nous en servir. Voilà, donc selon la situation, hein, ça peut aller de 2 000 à 15 000 euros. Donc on espère que ce sera dissuasif pour ceux qui auraient la tentation de passer potentiellement au travers d'un dispositif qui, encore une fois, garantit la sécurité du logement, la sécurité du locataire aussi, et qui permet aux propriétaires d'éviter potentiellement des problématiques, parce que si jamais il y a un accident, si l'organisation électrique n'est pas conforme, par exemple, et que quelqu'un se trouve électrocuté dans le logement, c'est le propriétaire qui va être responsable. Donc là, en l'occurrence, il a la chance de bénéficier, en plus pour l'instant gratuitement, donc d'un audit qui permet d'avoir des garanties à fournir à son locataire sur la qualité du logement qu'il lui propose. Pas de questions sur le sujet? Ben, je vous propose d'approuver la fixation des amendes. Alors ça fait toujours un peu mal ça quand on propose ça, mais c'est nécessaire malheureusement. Si tout le monde comprenait sans ça, ça se saurait. Dans le cadre de la mise en œuvre du permis de louer, proportionnée à la gravité des manquements constatés, et donc graduelle, et tel que présenté dans les tableaux, de fixer le délai dans lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations à 1 mois à compter de la date de réception du courrier du maire, puis à 1 mois à compter de la réception du projet de sanction par le maire, m'autoriser, moi ou mon représentant, à recouvrer et ordonner le paiement des amendes dans le cadre de la mise en œuvre du permis de louer en fonction de la gravité des manquements constatés, et de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. On termine comme d'habitude par les questions liées aux ressources humaines. Donc il s'agit de promouvoir dans un premier temps une personne au grade d'attaché territorial. C'est notre responsable comptabilité, finance et RH, mutualisé avec l'intercommunalité. Donc qu'on considère qui mérite cette reconnaissance, compte tenu des responsabilités qu'elle exerce et de la façon dont elle les exerce en plus. Donc je vous propose de décider de créer un emploi permanent de responsable finance comptabilité à temps complet de catégorie A au grade d'attaché territorial, de modifier le tableau des effectifs comme suit à compter du 1er novembre 2025, donc de supprimer le poste de rédacteur principal première classe pour créer le poste d'attaché territorial, de m'autoriser à procéder au recrutement de l'agent, qui est déjà recruté depuis un certain temps quand même, pour être très clair, et qui sera affecté à cet emploi et à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent recruté sont inscrits au budget. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour elle. Ensuite, donc, création d'un emploi permanent de chef de service à la police municipale. Alors ça, c'est un grade, c'est le grade supérieur que notre policier municipal, Bruno, donc, qui est d'une efficacité absolue et donc d'une qualité de service aussi importante, à réclamer, et bon, qu'il nous paraît mérité, même si le service est résumé à lui et à l'ASVP, mais son niveau d'intervention, sa capacité aussi à résoudre très rapidement et très bien, souvent, donc des sujets donc, qui parfois, à une autre époque, prenaient beaucoup plus de temps à être résolus, font que nous pensons très sincèrement qu'il mérite cette reconnaissance qui est importante pour lui.
Pas de questions? Donc je vous propose de décider la création à compter du 1er décembre 2025 d'un emploi permanent de chef de police municipale à temps complet, relevant de la catégorie B, filière sécurité, cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, de préciser que l'emploi ainsi créé sera pourvu par voie de mutation, détachement, intégration directe, recrutement direct, avancement ou au titre du décret numéro 2022-722 du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux selon les dispositions statutaires en vigueur, de modifier le tableau des effectifs qui se trouve modifié en conséquence et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans cet emploi sont inscrits au budget de l'exercice concerné. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Et puis donc, dernière délibération sur les ressources humaines. Il s'agit d'une délibération visant à remplacer Régine, qui a donc choisi de migrer, si tant est que ce soit une migration, en tous les cas, d'aller vers sa région d'origine, la Bretagne. Vous savez que les Bretons ont toujours un désir viscéral de retourner sur leur belle terre. Donc, du coup, il nous faut la remplacer et il nous faut recruter quelqu'un pour cela. Et donc, on vous propose de décider de créer un emploi permanent d'adjoint administratif principal première classe à temps complet de catégorie C au grade d'adjoint administratif principal première classe, de modifier en conséquence le tableau des effectifs à compter du 1er novembre 2025 en supprimant un poste de rédacteur territorial, la qualification qu'avait Régine, pour la création d'un poste d'adjoint administratif principal première classe qui correspond aux besoins pour un poste d'accueil, au moins dans un premier temps. De préciser que dans l'hypothèse d'un recrutement infructueux de fonctionnaires, l'emploi pourrait être occupé par un contractuel sur le fondement dans les conditions fixées aux articles L332-8 à L332-14 du Code général de la fonction publique. Le contractuel recruté devra bien sûr justifier d'une expérience professionnelle sur un même poste d'au moins 5 ans, on peut l'espérer en tous les cas. Aujourd'hui, le recrutement est une science de plus en plus compliquée. De dire que le traitement sera calculé par référence à l'indice brut 478, indice majoré 420 de l'échelle indiciaire du cadre d'emploi des adjoints administratifs principaux première classe, que l'agent percevra le régime indemnitaire prévu par les délibérations adoptées par l'Assemblée délibérante par le Conseil de la collectivité pour l'exercice des fonctions correspondant au grade de référence qui sera retenu et à l'emploi concerné, de m'autoriser à procéder au recrutement de l'agent qui sera affecté à cet emploi et signer tous les documents, tous les actes afférents à ce dossier, le contrat notamment, et de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent sont inscrits au budget puisque c'est un simple remplacement. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Eh bien, merci. Ouf. Donc, merci aux personnes qui nous ont suivis. Merci à Antoine d'avoir géré la technique. Et donc, le prochain conseil municipal est fixé au... Alors, c'est un petit rappel. Donc, puisqu'on a modifié la date du conseil municipal, on l'a avancé à la date qui était prévue pour la prépa conseil, donc le 13 novembre. Jeudi 13 novembre à 18h30. Et le conseil